Il est 23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. Invité à l'inauguration hier du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, David Besley, le directeur exécutif du PAM, Programme alimentaire mondial, a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, la coopération entre le PAM et la Côte d'Ivoire. De plus en plus en Côte d'Ivoire, des jeunes, des adultes, des vieillards et surtout des femmes s'intéressent à l'élevage du poulet africain, encore appelé poulet bicyclette, avec un noyau de 10 poulets et un coq. Il est prouvé, selon les statistiques du ministère des Ressources animales, qu'un éleveur peut gagner en moyenne 35 000 francs CFA. On en parle ce soir dans le dossier EcoPlus. Et puis en Algérie, le chef de l'armée demande que Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. L'article 102 de la Constitution sera-t-il respecté? En tout cas, c'est ce que demande le chef d'état-major. Cet article prévoit, en cas de maladie grave ou durable, que le Conseil constitutionnel propose au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. On en parle également ce soir. Mais avant, le roi du Lesotho a quitté la Côte d'Ivoire ce mardi après-midi. Sa Majesté Letsi III était sur les bords de la lagune Ébrié pour prendre part au lancement des activités du Centre régional d'excellence pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Il a été reçu à son arrivée hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On fait le point avec Awa Touré. Champion de l'Union africaine pour la lutte contre la faim et la malnutrition, le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, reçu au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui s'est félicité de la présence du roi du Lesotho à Abidjan pour l'inauguration du Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Nous avons le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du Centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Le roi du Lesotho a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition. Voilà, son séjour ivoirien a donc pris fin ce mardi. Sa Majesté Letsi III, roi du Lesotho, a été raccompagné par le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il était à Abidjan, je vous le disais tantôt, dans le cadre du lancement des activités du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la nutrition. Au nombre des invités à l'inauguration hier du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, le directeur exécutif du PAM, Programme alimentaire mondial, David Besley a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, notez la coopération entre le PAM et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, initié par le Programme alimentaire mondial, officiellement installé à Abidjan.
Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique avant d'évoquer des questions de développement socio-économique. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un modèle et que la Côte d'Ivoire a démontré cela par rapport à ses activités et ses progrès dans le secteur de l'alimentation scolaire. Et c'est ces exemples-là qu'on voudrait partager. Mais justement, on est là aussi pour démontrer qu'on pourrait travailler ensemble pour faire en sorte qu'on réussisse à réduire des questions de faim et de malnutrition en Afrique et dans la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part remercié le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, M. Beasley, qui est une personnalité bien connue, ancien gouverneur de la Caroline du Sud, qui a restructuré l'État de Caroline du Sud sur une période très courte avec des résultats impressionnant, en plus de la mise en place du centre de nutrition. J'ai souhaité avoir un entretien avec lui pour profiter de son expérience en tant que gouverneur de la Caroline du Sud. Mais nous tenons à le remercier pour la contribution importante faite par le Programme alimentaire mondial. Fruit de la coopération entre le Programme alimentaire mondial et la Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition est une plateforme de recherche, de partage d'expériences entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On poursuit en images avec cette information. La mission du FMI, et qui, depuis le 14 mars, a effectué la 5e revue du programme économique triennal conclu entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international, a présenté ce mardi les conclusions de ses travaux au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence. Il s'agit de conclusions encourageantes pour le gouvernement qui, de l'avis des experts du FMI, conduit bien son programme économique en cours. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. En mars 2018, sur les 54 États que compte le continent africain, 44 ont signé la création de la zone de libre-échange continentale à Kigali, au Rwanda. Eh bien, toujours au Rwanda, un an après, à l'occasion de l'Africa CEO Forum édition 2019, notre reporter Noël Niagno s'intéresse aux enjeux. Question, quelles sont les attentes de cette zone de libre-échange pour le continent africain? Réponse dans ce reportage. Kigali, l'Afrique économique, à travers ses fils qui ont pignon sur rue, les CEO, est mobilisée pour donner forme et contenu à l'acte de l'accord de libre-échange continental de l'Afrique, la ZELCA. Née un an plus tôt en ce même lieu de la conférence Center de la capitale rwandaise, la ZELCA prend un rendez-vous avec son devenir. Intégration économique de la parole aux actes. Voilà le concentré des 48 heures de réflexion et d'échange tout azimut entre CEO, partenaires au développement et autres acteurs économiques de renom. Parce que l'unification de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen qu'ont les États africains pour atteindre un niveau de développement qui ressemble à celui des pays industrialisés. D'ici Kwame Nkrumah dans son livre « L'Afrique doit s'unir », une vision qui date des années 60. Plus d'un demi-siècle d'indépendance après, les réalités sont l'Afrique, c'est 84 000 km de frontières entre les 55 États, donc 84 000 km d'obstacles aux échanges entre pays africains, a indiqué le président nigérien Amadou Issoufou. Ces obstacles doivent être levés pour organiser le plus grand espace économique au monde. 1,2 milliard d'habitants pour un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars. Conclusion, l'Afrique doit s'unir et c'est maintenant le défi du temps. Il nous est compté. Des millions de jeunes, impatients, c'est leur nature, attendent d'être des acteurs du futur de l'Afrique. Autre exigence, les échanges doivent passer de 15% à 25% du commerce total du continent dans 10 ans, pas plus. En clair, les CEO n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent se séparer avec des pistes de solutions parce que le focus sur l'Afrique
ne sera pas éternelle. Retour en Côte d'Ivoire où dans quelques jours seulement, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, va tenir son premier grand discours en session parlementaire après donc sa prise de fonction. L'ouverture de la session ordinaire 2019 est fixée au 1er avril prochain. Information donnée par Alain Akapo Adra, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'était donc au cours d'un point presse suivi pour vous ce mardi par Konaté Moussa. Les travaux parlementaires débutent le mois d'avril prochain, ce après l'ouverture officielle de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle est prévue le lundi 1er avril en présence d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef de l'hémicycle s'exprimera devant les députés au cours de cette cérémonie. Nous avons un nouveau président depuis le 7 mars et donc j'ai envie de dire que ce sera son baptême de feu, même si M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, est un parlementaire ancien et donc un parlementaire aguerri, mais en sa qualité de président, ce sera véritablement son premier moment d'expression devant le peuple de Côte d'Ivoire, si on occulte évidemment le discours, sinon l'allocution qu'il a eu à prononcer le jour de son élection et qui peut-être a donné quelques orientations sur ce que sera son action à la tête de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution de 2016, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a qu'une session unique. Elle s'ouvre donc le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. On en vient au dossier EcoPlus de ce mardi. Et de plus en plus en Côte d'Ivoire, des jeunes, des femmes, des adultes, des vieillards s'intéressent à l'élevage de poulets africains, encore appelés poulets bicyclettes. C'est que la demande est forte. Grillé, braisé ou en soupe, le poulet africain est très prisé en Côte d'Ivoire. Avec un noyau de 10 poulets et un coq, il est prouvé, selon les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques, qu'un éleveur peut gagner en moyenne 35 000 francs CFA par mois, cela après 6 mois d'activité. C'est un des résultats du projet Une femme, 10 poulets, un coq, projet initié par ce département ministériel en 2015 et qui a permis d'installer à ce jour 1700 éleveurs, dont 1500 femmes. Toutefois, 15 000 femmes attendent encore à être installées. Elles attendent encore d'être installées. Cela nécessite la mobilisation de 6 milliards de francs CFA sur 5 ans. L'élevage de poulets africains, une solution en tout cas à la lutte contre la pauvreté. C'est un dossier EcoPlus signé Francis Boifo. Bregbo. Nous sommes dans la commune de Bengéville, à environ 3 km du centre-ville et à 38 km d'Abidjan. Ici, se sont installés des jeunes fermiers avec une particularité, l'élevage de poulets traditionnels, encore appelés poulets africains ou poulets bicyclettes. Avec des amis, des collègues, quand souvent nous nous retrouvons dans la restauration, il est un peu difficile d'obtenir du poulet africain pour faire des kégenou. Je suis friand de kégenou. Et nous nous sommes dit, on ne va pas toujours se déplacer pour aller au village, pour aller demander des poulets africains. Mais pourquoi ne pas mettre un système en place qui nous permettra d'avoir des poulets africains, afin d'étoffer le marché et permettre aux différents consommateurs d'avoir une panoplie de choix. Pour être indépendants dans la chaîne de reproduction, les responsables de cette ferme ont acquis une couveuse d'une capacité d'éclosion d'environ 20 000 poussins. Nous venons des poussins. Nous avons bien voulu accompagner l'État qui a mis en place un projet pour installer des agriculteurs. L'année passée, nous avons livré 2442 poulets coqs au ministère des Ressources animales et halieutiques. Cela pour la mise en œuvre de l'initiative dénommée Une femme, 10 poules, un coq. Ce projet consiste à installer des Ivoiriens dont l'âge est compris entre 18 et 60 ans, avec un kit comprenant un noyau de 10 poules et un coq, un bâtiment, des vaccins et une formation primaire au métier de l'élevage. Il a démarré en 2015 dans les zones centre, nord et est. Nous sommes allés à la rencontre d'une bénéficiaire à une vingtaine de kilomètres de Korogo, la capitale du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire.
La cinquantaine révolue, Dame Soro a très vite abandonné les travaux champêtres pour se consacrer à l'élevage de poulets africains. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Les poulets, je les vends en fonction de la forme. Quand ils sont plus gros, je peux les vendre jusqu'à 4 000. Et quand ils sont moins gros, je les vends à un prix plus bas. Le projet me plaît. Grâce à ce projet, j'ai pu scolariser mes enfants et ça me permet d'avoir une vie meilleure. À plus de 500 km de Nambeka, la commune de Sikemsi, le gouvernement a permis à Gervais Ekoun de s'installer avec un coq et 10 poules pour réaliser des années plus tard de grosses ventes. Le bâtiment, il est vide. Il est vide tout simplement parce que nous avons une vague de près de 1000 sujets qui viennent de partis. Les poulets africains, vous savez que c'est prisé par les populations ivoiriennes dans leur ensemble. Donc les commandes viennent d'Abidjan, de Sikessi. La forte demande du poulet traditionnel ou poulet bicyclette a emmené Dame Guetta, autrefois bénéficiaire du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire PADECI, à modifier son business plan. L'État m'a installé avec 1000 poulets. Et après, moi-même, j'ai cherché à faire des poulets africains. Je vends simplement que les poulets africains pendant les fêtes. Et je vends les poussins à présent jusqu'au mois de décembre. L'État est revenu encore vers moi pour prendre des poussins avec moi pour installer d'autres éleveurs. Dans cette ferme, un poussin coûte 800 francs CFA et Annick Ngueta en vend en moyenne 500 par mois, soit plus de 400 000 francs CFA de gains. Malheureusement, son activité est menacée. Ici, la ville m'a rattrapé. Donc les voisins me chassent. Je dois quitter. J'ai une grande site de 2 hectares, mais je n'arrive pas à construire. 7 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour déménager et pérenniser son activité. Elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté quand certains bénéficiaires du projet, une femme, un coq, 10 poules, plaident pour la mise en place d'une ligne de crédit. Si l'État pouvait nous appuyer au niveau des banques, en nous accompagnant de manière à ce que, en faisant les prêts, nous puissions être accompagnés par ces banques-là à des taux vraiment réduits pour nous permettre d'agrandir notre affaire. Au 9e étage de la tour C au plateau, le coordonnateur du projet et ses collaborateurs disent chercher des solutions. L'octroi des crédits aux éleveurs est une préoccupation majeure pour le ministre Adjoumani. À chaque occasion, il revient là-dessus et il se bat pour avoir les moyens, pour les mettre à leur disposition. Plusieurs femmes s'intéressent de plus en plus à l'élevage de poulets traditionnels. 15 000 femmes en attente d'installation à ce jour, donc 15 000 demandes à satisfaire. Ça a un coût, 6 milliards de francs CFA, qu'il faut mobiliser sur 5 ans pour pouvoir faire sortir ces populations-là de la pauvreté. Pour ce faire, nous nous tournons vers l'État qui a financé la phase pilote en mobilisant 500 millions. Et nous nous tournons aussi vers les bailleurs de fonds, les institutions nationales et internationales de financement. De 2015 à 2018, l'État a installé 1500 femmes et 200 hommes, soit un total de 1700 bénéficiaires sur un objectif de 3000 personnes. Ces éleveurs de poulets africains contribuent à l'approvisionnement du marché en viande de volaille. Dans ce restaurant, tous les mets sont concoctés à base de cette protéine. En tout cas, Philippe en a fait sa spécialité et le business lui permet de gagner sa vie. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que nous recevons plus de 200 personnes. Et ils ont commandé que du poulet africain. Donc vraiment là nous sommes bousculés parce que nous avons beaucoup à faire. C'est du poulet africain qu'on a fait en grillé, en kéguénou et en braisé. Les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques indiquent que le poulet africain ou poulet bicyclette représente plus de 40% de la consommation nationale en viande de volaille avec une production d'environ 28 750 000 têtes en 2017 contre 42 600 000 têtes de volailles modernes. Voilà, l'élevage de poulets africains, une solution à la lutte contre la pauvreté. Notez que l'on enregistre à ce jour 1700 éleveurs installés. 1700 éleveurs installés par l'État, parmi lesquels 1500 femmes. Et cela dans le cadre donc du projet Une femme,
un coq, une poule. C'était un dossier proposé par Francis Boifou. Avec Grace Kando, on évoque cette plateforme de vulgarisation des nouvelles technologies géospatiales, plateforme qui vient de voir le jour. Elle a été conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Objectif faciliter, en tout cas, les prises de décision dans le cadre des grands projets d'investissement. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, a développé une plateforme de vulgarisation des nouvelles technologies géospatiales dénommée Géovulgarisation. Elle permet de prendre des décisions pertinentes dans le choix des projets d'investissement. Cette plateforme a été mise en place pour pouvoir mettre à jour tous les consommateurs et les utilisateurs de cette information et de cette technologie afin qu'ils puissent faire des choix judicieux quand il s'agit de prendre des décisions par rapport aux projets de grande envergure. C'est une niche qu'il faut développer et qui est plus précise. Pour permettre aux utilisateurs de mieux maîtriser et comprendre ce nouvel outil de gestion des données géospatiales, un atelier de formation est organisé. Il est destiné, entre autres, aux ministères techniques et aux collectivités territoriales. Nous avons des problèmes pour avoir des bases de données fiables. Seule source d'information, c'est l'INS. Mais comment géolocaliser les contribuables qui bougent dans les régions? Comment mesurer tout le potentiel de nos régions? Et je pense que l'atelier vient nous aider sûrement dans ce sens-là. C'est un atelier qui vient en point nommé pour surtout permettre aux acteurs que nous sommes d'être mis à jour quant à l'avancée de toute la technologie dans le domaine. Cette plateforme révèle plusieurs thématiques d'actualité, dont les technologies de collecte de données, de drones et les systèmes d'information géographique d'entreprises. Dans le cadre des actions du gouvernement pour l'autonomisation de la femme, Synergie Ado, un mouvement de soutien féminin RHDP aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, initie des rencontres avec les femmes. Le mouvement était dans la commune de Yopougon où il a rencontré des femmes venues de tout le district d'Abidjan. On fait le point avec Christelle Bédéja et Didier Nguessan. Synergie Ado, un mouvement de soutien féminin RHDP aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, célèbre la femme. L'autonomisation de la femme face aux défis de l'émergence est le thème de cette première édition. L'objectif est d'autonomiser la gente féminine. Il faut que toutes ces femmes puissent avoir un boulot à faire. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de se réveiller le matin, de rester à la maison jusqu'au soir et arriver à monter des projets, arriver à donner 5 francs à une femme pour une action bien définie, c'est rendre une femme autonome. Le mouvement Synergie Ado, fort à ce jour de 25 000 femmes, œuvre à informer et sensibiliser la femme sur les projets de développement. En la matière, 100 femmes du mouvement seront formées afin de bénéficier de l'accompagnement institutionnel de l'État, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre offre c'est la structuration de ces projets pour les 100 premières femmes qui seront sélectionnées, de sorte à ce que le FDFP puisse adresser ces questions-là, lorsqu'ils recevront bien entendu les dossiers qui seront montés par le cabinet en liaison avec la présidente de Synergie. L'autonomisation de la femme, une initiative qui requiert l'adhésion des femmes venues de toutes les communes du district d'Abidjan. C'est une très belle cérémonie, ça nous encourage vraiment à venir prochainement, assister pour la soutenir encore. Vraiment, nous sommes très contents pour la cérémonie. Il y a des femmes aussi qui sont veuves. Il y a des femmes aussi qui sont bien placées. Donc, si vous aidez aussi les femmes, ça me fait plaisir. Créé en août 2018, le mouvement Synergie Ado, présent à l'intérieur du pays et dans plusieurs communes d'Abidjan, se veut un mouvement national. À Diegonefla, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence sensibilise sur les idéaux de paix et de cohésion du RHDP. La Fédération a invité les populations à s'inscrire dans la dynamique de la paix et du développement. C'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Place publique de Diegonefla, localité à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Oumé.
Forte mobilisation pour un meeting animé par le député Charles Niaouri, président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, président de l'Union des mouvements du RHDP. Objectif de cette rencontre, appeler au rassemblement, à l'union et à la cohésion autour du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'une part, et à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, d'autre part. Continuez à faire confiance au président Alassane Ouattara. Travaillez ensemble pour qu'à Diegonefla ici, le RHDP soit fort. Un appel approuvé par les militants du RHDP de Diegonefla qui s'engagent à soutenir davantage les actions du RHDP dans leur région. Donc ici à Diegonefla, nous lançons un appel à tous les cadres RHDP de venir dans les bases, de venir rencontrer les militants, leur parler de l'action du président Alassane Ouattara, leur parler de l'avenir pour leur dire que l'espoir est encore avec le président Alassane Ouattara et l'espoir est permis avec le RHDP. C'est ce genre de réconciliation soutenue que nous voudrons entendre, écouter et vivre. Parce qu'il nous faut forcément cela pour la cohésion nationale. Par ailleurs, les populations de Diegonefla ont égrené leur chapelet de doléances, notamment la réhabilitation de l'axe Toumoudi-Gagnoua passant par Diegonefla et un appui de l'État pour l'achèvement des travaux de leur mosquée. Il pourra enfin mettre à exécution son programme de développement pour la commune du Plateau. Programme très attendu en tout cas par les populations. Le maire Jacques Ewo a été installé ce 26 mars par le préfet de la ville d'Abidjan et le nouveau maire entend se mettre au plus vite à la tâche pour accroître la notoriété de sa commune. Alexis Ouedraogo. Du maire et de ses adjoints. À Serra, l'écharpe qui confirme son titre, Jacques Ewo, maire du Plateau. Une installation au terme de 4 mois de délégation. Pour le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, il est important que l'équipe entrante travaille au rassemblement. Les jours électoraux, les batailles électorales appartiennent au passé. Vous êtes maire, vous représentez le président de la République dans votre circonscription, vous représentez les pouvoirs publics. Il faudra vous présenter un rassembleur. Apprenez à oublier, apprenez à avancer, apprenez à marcher dans les pas du président de la République et à consolider la paix dans votre population. Quand il prend la parole, le maire, salué par les populations, s'engage à travailler pour sa commune, le Plateau. Après aujourd'hui, dans le conseil municipal du Plateau, il n'y aura plus de PDC. Il n'y aura plus de RHDP. Il n'y aura plus de FPI. Il n'y aura plus de société civile. Il n'y aura que le Plateau. Jacques Ewo n'a pas manqué de saluer le chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien permanent. Après l'installation, l'heure est désormais à la mise en œuvre des programmes de développement. Les populations en attendent beaucoup. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle remet des cartes couverture maladie universelle aux agents de la direction générale du port autonome d'Abidjan. Le directeur général du port autonome d'Abidjan a donné le ton de cette opération en allant lui-même retirer sa carte auprès des agents qui ont effectué le déplacement dans les locaux de l'entreprise où était Franck Ouadio pour RTI. Après leur enrôlement à la couverture maladie universelle CMU en 2015, les agents du port autonome d'Abidjan reçoivent leur carte CMU, distribution de cartes dans le cadre de la phase de la généralisation. Le directeur général du port autonome content de bénéficier de cet engagement social de l'État. Aujourd'hui dans le pays, tout le monde n'a pas les moyens de se soigner correctement, de faire de la prévention. Et la possibilité de mutualiser les moyens est une occasion exceptionnelle au fait aux populations les plus démunies de pouvoir bénéficier des soins de santé dans des conditions acceptables données. Et je voudrais inviter donc tous les Ivoiriens à adhérer à ces processus-là qui, à terme, sera une occasion vraiment pour les Ivoiriens de se soigner dans de bonnes conditions. Ils sont un peu plus de 1200 personnes, personnel administratif et agents du port autonome d'Abidjan, comme Brahima, content d'avoir obtenu le précieux sésame. Oui, mais aujourd'hui, je viens d'avoir ça, je suis content. C'est un moment, vraiment, on a attendu longtemps. On vient de l'avoir, donc c'est bon. La phase de l'opération de distribution lancée depuis quelques jours, les agents de la CMU disent être sur le terrain pour le retrait des cartes, mais aussi pour l'enrôlement qui continue.
On est installé dans toutes les communes d'Abidjan. On a des centres fixes dans toutes les communes d'Abidjan et on se déplace pour aller dans les entreprises après avoir organisé des rendez-vous avec ces entreprises là pour l'enrôlement et pour la distribution des cartes. Système obligatoire de protection sociale nationale contre le risque maladie, la CMU. Pour la phase de généralisation, 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial. La prochaine phase, après celle de la distribution, sera le début des prestations de soins fixées au mois d'octobre prochain. Un mot à présent de la rencontre Côte d'Ivoire-Libéria ce mardi. La Côte d'Ivoire l'a emporté 1-0 face au Libéria cet après-midi. Jonathan Kodja est l'auteur de l'unique but de la rencontre. 3 jours après leur brillant succès contre le Rwanda, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remis le couvert face aux Lone Stars du Libéria, cette fois pour un match amical international. Avec un effectif largement remanié, les éléphants contrôlent nettement la partie, mais ont du mal à se procurer de véritables occasions franches. Il faut attendre la seconde période pour voir la situation débloquée. Jonathan Kodja convertit parfaitement un penalty concédé par le portier libérien. 1-0, score final. La Côte d'Ivoire débute idéalement sa préparation en vue de la CAN 2019. Et on poursuit en Algérie en images pour terminer. Le chef de l'armée demande que Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. L'article 102 de la Constitution sera-t-il appliqué? C'est en tout cas ce que demande le chef d'état-major. Cet article prévoit qu'en cas de maladie grave ou durable du président de la République, si ce dernier est dans l'impossibilité totale de gouverner, eh bien que le Conseil constitutionnel propose au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Ensuite, le président du Conseil de la Nation devra diriger le pays. C'est sur cette information que je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi ce 23h.